Mes frères ont hérité des 25e euros de mon père. Moi, une vieille enveloppe. Leur rire résonne encore. Seul, je découvre un compte bancaire et cette phrase, pour l'enfant qui n'aurait jamais dû exister. Le solde a tout bouleversé. L'enveloppe a percuté le bureau entre mes mains comme un couteau qu'on viendrait de lancer. C'est pour toi, a craché Pierre-Louis. Prends-la et tire-toi du cabinet d'avocat de mon père. Je n'ai pas bougé. 43 années de silence venaient de m'être jetées à la figure par-dessus une table en acajou, par un homme que j'avais rencontré il y a 11 minutes à peine, et mon demi-frère souriait déjà. Le petit sourire prudent de quelqu'un qui répétait ce moment depuis des semaines. L'associé de maître Benoît Rouvier, un jeune avocat nommé Hugo, était pétrifié sur sa chaise. Il devait avoir 32 ans. Il avait l'air d'un type entré dans une salle de conseil d'administration pour y découvrir une attaque à l'arme blanche. Pierre-Louis Montignac a posé une main sur son bras. À 48 ans, associé dans un grand cabinet d'affaires lyonnais, il était le plus intelligent des deux frères, et par conséquent le plus dangereux. Laisse-le lire d'abord. Laisse-le voir, a dit Pierre-Louis en riant. Ce n'était pas un vrai rire. C'était le rire qu'utilisent les hommes quand ils veulent vous faire comprendre, devant témoins, que vous n'êtes rien. Vas-y, ouvre-la, David. Voyons tout ce que tu as eu. 25 millions d'euros partagés entre eux. Des manoirs, un yacht amarré à Antibes, une collection de Porsche, des portefeuilles d'actions, et une entreprise de métallurgie que mon père avait mis 50 ans à bâtir à partir d'un petit atelier de soudure à Vénissieux. Et moi, j'avais une enveloppe. Je l'ouvrirai quand je serai prêt. Le sourire de Pierre-Louis s'est fissuré pendant une demi-seconde. C'était le détail qui trahissait tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La lecture du testament a-t-il commencé? La lecture du testament s'est terminée quand tu as fait glisser ça sur la table, Pierre-Louis, les yeux coupés en me levant. Autre chose? Envoyez le reste des documents, maître Hugo. J'ai pris l'enveloppe, je suis sorti, j'ai descendu 17 étages jusqu'à un parking souterrain du centre-ville de Lyon, engoncé dans un costume anthracite emprunté que mon associé, Marc Perrin, m'avait tendu le matin même en me disant « Ne le salis pas et ne transpire pas trop dedans. » Espèce de radin. Je me suis assis dans mon utilitaire Ford rangé pendant 10 minutes, fixant mon nom écrit à l'encre passée sur ce papier jauni, et j'ai compris deux choses avec une clarté absolue. La première, c'est que mes demi-frères planifiaient ce moment depuis des semaines. La seconde, c'est que je venais de mettre les pieds dans quelque chose de bien plus vaste qu'une simple lecture de testament, et que Pierre-Louis venait de me dire, avec un rire, un sourire et une enveloppe jetée sur une table, qu'il allait me faire disparaître. J'ai démarré le pick-up. 20 secondes plus tard, 2 SUV noirs sont sortis d'une place de stationnement de l'autre côté du parking. Ils m'ont suivi sur le quai du Rhône. Ils m'ont suivi sur l'autoroute A47. Ils me suivaient encore quand j'ai franchi la limite du département de la Loire. J'avais 43 ans. J'avais été sous-estimé toute ma vie, et mon propre sang venait de me déclarer comme étant un problème. Je m'appelle David Martel. Je possède une petite entreprise d'installation de climatisation et de chauffage à Saint-Étienne, avec un seul employé. Mon meilleur ami, Marc, et moi travaillons dans un garage loué rue de la Talaudière. L'année dernière, nous avons fait 170 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai ramené 80 000 euros chez moi, j'ai subvenu aux besoins de ma fille de 13 ans, Chloé, je conduisais un Ford rangé avec 220 000 km au compteur, et je vivais dans un pavillon de 3 chambres, allée des Tilleuls, dont la toiture avait grand besoin d'être refaite. C'était ma vie. 2 semaines avant la lecture du testament, un avocat spécialisé en succession de Lyon, maître Benoît Rouvier, avait laissé un message sur le répondeur de mon atelier. Monsieur Martel, je vous contacte concernant la succession de Richard de Montignac. Vous êtes nommé dans le testament. La lecture aura lieu le 26 février à 10 h. Je ne connaissais pas le nom de Richard de Montignac avant ce message vocal. Ma mère, elle, le connaissait depuis 43 ans. Elle ne l'avait jamais prononcé à voix haute. Je l'ai appelé le jour où le message est arrivé. J'ai conduit jusqu'à sa maison rue Bergson. J'ai mis le message sur haut-parleur dans sa cuisine, et j'ai regardé ma mère. 71 ans, 1,60 m, cette femme qui avait cassé le nez d'un type lors d'une réunion syndicale en 1998 parce qu'il l'avait attrapé par le coude, s'est assise très lentement sur sa chaise de cuisine et a posé ses 2 mains à plat sur la table. Maman, j'ai besoin d'1 minute. J'ai attendu.
David, a-t-elle fini par dire, cet homme était ton père biologique. Il est mort maintenant, ce qui veut dire que la seule chose qui l'empêchait de détruire nos vies depuis 4 décennies vient de disparaître. S'il t'a nommé dans son testament, il y a une raison. Et quelle que soit cette raison, ses autres fils ne vont pas l'apprécier. J'ai demandé comment elle savait qu'il avait d'autres fils. Parce que j'ai été la deuxième femme à qui il a menti, et les femmes comme moi savent toujours qu'il y en a d'autres. Je lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait jamais dit. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table. Ses yeux étaient secs, mais sa mâchoire se contractait comme à l'époque où elle essayait de ne pas pleurer devant ses élèves. Parce que j'ai passé 43 ans à espérer qu'il mourrait en silence et qu'il nous laisserait tranquilles. Chaque jour où je me réveillais et où il respirait encore, je savais qu'il était un danger. Maintenant, il est mort. Et David, je te le dis une seule fois, quoi qu'il t'attende à Lyon, vas-y en étant prêt. N'y va pas juste par curiosité. J'ai répondu que je n'avais pas peur d'un homme mort. C'est de ses fils que tu devrais avoir peur, a-t-elle rétorqué. 2 semaines plus tard, je suis entré dans ce cabinet d'avocat. 2 semaines plus tard, Pierre-Louis a jeté une enveloppe sur une table. 2 semaines plus tard, j'ai quitté Lyon avec 2 SUV noirs dans mon rétroviseur, et j'ai compris que ma mère avait eu raison sur une chose, elle qui n'avait eu tort que 2 fois en 43 ans. Je ne suis pas rentré chez moi. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. J'ai dépassé ma rue, je me suis garé près de la pharmacie de garde sur l'avenue, j'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à chez Marc Perrin et j'ai frappé à la porte de sa cuisine à 19h42. Marc a ouvert, tenant une bière et une spatule. David, qu'est-ce que tu fabriques? On me suit. Il m'a dévisagé pendant 2 bonnes secondes. Entre. La cuisine de Marc était jaune. Sa femme, Céline, était au fourneau. Son plus jeune fils était à table et faisait ses devoirs de maths. C'était un mardi soir de février dans une maison de classe moyenne typique de la région stéphanoise, et c'était l'endroit le plus sûr auquel je pouvais penser. Céline a posé une assiette devant moi sans rien demander. J'ai mangé. Marc a attendu. Quand l'assiette fut vide, j'ai fait glisser l'enveloppe sur la table. La lecture du testament, c'était aujourd'hui. Mes demi-frères ont eu 25 millions d'euros à se partager. Moi, j'ai eu ça. Et quand je suis parti, ils ont payé des types pour me suivre jusqu'ici dans la Loire. Marc a pris l'enveloppe, l'a tenue à la lumière, l'a secouée doucement. Il y a un truc en métal là-dedans. Une petite clé, on dirait. Ouais. Tu ne l'as pas ouverte. Pas encore. Marc m'a regardé dans les yeux. David, je te connais depuis qu'on a 8 ans. Et pendant tout ce temps, je ne t'ai jamais vu avoir peur. Je n'ai pas peur. Je l'ai regardé. Ok, j'ai peur. Marc a reposé l'enveloppe. Mon père, ai-je dit, a passé 43 ans à faire comme si je n'existais pas. Maintenant il est mort, et ses fils ont engagé une équipe de surveillance pour me suivre dans leur qui a suivi la lecture. Ça n'arrive pas parce qu'on t'a légué une vieille montre. Ça arrive parce qu'on m'a légué quelque chose qui les menace, quelque chose qu'ils attendaient, quelque chose à quoi ils se préparaient. Marc a bu une longue gorgée de bière. Alors, David, n'ouvre pas cette enveloppe chez toi. Ne l'ouvre nulle part. Ils ont peut-être des yeux partout. Viens à l'atelier demain à 6 heures du matin avant que quiconque ne soit sur les routes. On l'ouvrira ensemble. D'accord. Et encore une chose. Tu appelles ta mère ce soir. Pas demain. Ce soir. Je lui ai déjà parlé il y a 2 semaines. Elle m'a dit tout ce qu'elle savait. Marc m'a observé un long moment. David, tu viens de me dire qu'ils ont mis 2 bagnoles sur ton dos sur près de 60 km. Quoi que ta mère t'ait dit il y a 2 semaines, ce n'est pas tout ce qu'elle sait. Les femmes qui ont passé 43 ans à être prudentes ne dévoilent pas tous leurs secrets en une seule conversation. Appelle-la ce soir. Va la voir. Demande-lui ce qu'elle ne t'a pas dit. Ma mère m'attendait à sa porte à 21h40, ce qui signifiait que Marc l'avait appelée avant même que je ne quitte sa cuisine, ce qui signifiait qu'il y avait bien quelque chose qu'elle retenait. Sa cuisine sentait le café noisette et le nettoyant au citron qu'elle utilisait depuis 1985. Elle avait une vieille chemise cartonnée épaisse, tenue par un élastique, posée sur la table devant elle. Assieds-toi. Je me suis assis. David,
je vais te raconter quelque chose que je n'ai dit à aucun autre être humain depuis 41 ans. Je te le dis parce que tu es en danger et que tu as besoin de toutes les informations que je possède. Je te le dirai une seule fois. Je ne le répéterai pas. Maman. François le connaissait. Je l'ai dévisagé. François, ton beau-père, l'homme qui t'a élevé. Il connaissait Richard de Montignac avant même que l'un de nous ne le rencontre. Ils ont travaillé ensemble en 1976. Je me suis adossé à ma chaise. Quoi? Richard a fondé Montignac Industrie avec son père en 1974 après son mariage. En 1976, l'entreprise grandissait vite et ils avaient besoin de faire des travaux d'électricité sur le nouvel atelier de fabrication. Le syndicat a envoyé 3 ouvriers. L'un d'eux était François Martel, 28 ans, qui venait de terminer son tour de France de compagnonnage et gérait l'usine de Vénissieux. Maman. Laisse-moi finir. Je me suis tu. François a travaillé sur cet atelier pendant 8 mois. Lui et Richard ne sont pas devenus amis, mais ils étaient proches. Richard le respectait. Il disait que François avait les meilleures mains qu'il ait jamais vues. François rentrait à la maison avec des histoires sur Richard, sur le genre d'homme qu'il était, sur le mariage dans lequel il était coincé, sur le beau-père qui l'écrasait. François m'a dit, quand on s'est rencontrés en 1984, que Richard de Montignac était l'homme le plus prisonnier de sa vie qu'il ait jamais connu. Il m'a dit que Richard finirait par faire quelque chose de terrible un jour, parce que les hommes qui se sentent aussi piégés finissent toujours par le faire. Maman, François savait que Richard existait avant toi. François savait que Richard existait avant moi, avant que je rencontre Richard, avant que tu naisses. Mais François n'a jamais. Quand j'ai avoué à François en 1984 qu'il m'avait mise enceinte, il est resté silencieux pendant environ 1 heure. Puis il a dit, « Éléonore, j'ai travaillé pour cet homme. Il allait forcément faire ça à quelqu'un un jour. Il se trouve juste que c'est tombé sur toi. Maman, il y a autre chose. » J'ai attendu. François est resté en contact avec Richard. Chaque muscle de mon dos s'est contracté. Pas ouvertement, a-t-elle précisé. Jamais. François se serait plutôt coupé la main que de dire à Richard où nous vivions. Mais en 1988, quand tu avais 6 ans, Richard nous a retrouvés. Il m'a traqué jusqu'à Saint-Étienne. Il est venu à une réunion de parents d'élèves un soir et a attendu sur le parking. Il s'est approché de François près de sa camionnette et lui a dit, et François me l'a répété plus tard mot pour mot, il a dit, « Je ne suis pas ici pour vous les enlever. Je suis ici parce que je pense que je vais mourir jeune et que j'ai besoin de quelqu'un pour veiller sur mon fils quand je ne serai plus là, et vous êtes le seul homme que j'ai jamais rencontré capable de le faire. » Je n'arrivais plus à respirer. Et François a dit oui au point. Je ne pouvais toujours pas respirer. Pendant les 30 années qui ont suivi, jusqu'à la mort de François en 2019, ton beau-père a eu un accord secret avec ton père biologique. François était ton tuteur de toutes les manières qui comptaient dans la vraie vie. Mais s'il nous arrivait quoi que ce soit, ou si Richard voyait venir une menace que nous ne pouvions pas voir, Richard avait un moyen de joindre François. Une boîte postale. 2 ou 3 lettres par an. François les a toutes brûlées après les avoir lues. Je l'ai surpris en train d'en brûler une dans l'évier en 2015, et c'est là qu'il a fini par tout m'avouer. Maman, tu es en train de me dire que François, mon François, était en contact avec. Je suis en train de te dire que ton beau-père était un homme meilleur que ce que l'un ou l'autre de nous méritait. Je suis en train de te dire qu'il a passé 30 ans à te protéger d'une famille dont tu ignorais l'existence. Je suis en train de te dire que Richard de Montignac était un lâche, mais que c'était un lâche qui a choisi la seule chose honorable de sa vie, et cette chose, ça a été de faire confiance à François Martel. Pourquoi tu me dis ça seulement maintenant? Ma mère a plongé la main dans sa chemise cartonnée. Elle en a sorti une simple enveloppe. Mon nom était écrit dessus, de la main de François. Parce que François t'a laissé une lettre, David. Il me l'a donnée en 2017 et m'a dit de ne te la remettre que si Richard mourait et que les ennuis venaient frapper à ta porte. Je l'ai gardée pendant 9 ans. Ce soir, c'est la première fois que je pense à te la donner. J'ai pris l'enveloppe. Mes mains tremblaient. Lis-la demain matin, a-t-elle dit. Pas ce soir. Ce soir, tu as besoin de dormir. Demain, tu iras ouvrir l'enveloppe de Richard à l'atelier de Marc. Ensuite, tu iras dans un endroit calme et tu ouvriras celle de François. Dans cet ordre.
François aurait voulu que ce soit comme ça. Il disait toujours qu'il faut comprendre le problème avant de comprendre la solution. Je suis resté dormir chez ma mère cette nuit-là. Je n'ai pas fermé l'œil. J'ai tenu l'enveloppe de François dans mes mains pendant 6 heures et je ne l'ai pas ouverte, parce que mon beau-père m'avait demandé de comprendre le problème d'abord, et j'allais honorer sa volonté. À 5h30, je suis monté dans mon pick-up. À 6h, j'étais à l'atelier rue de la Talaudière. Marc était déjà là. L'enveloppe de Richard contenait une seule feuille de papier arrachée à un carnet en cuir. 9 chiffres écrits avec la même écriture à l'ancienne que le nom sur l'extérieur. Une petite clé en laiton frappée du numéro 407, et une phrase écrite sous les chiffres, Maître Benoît Rouvier. Il est la 3e personne à Lyon qui sait que tu existes. Appelle-le avant qu'il ne te trouve. Marc a regardé le papier, puis moi, puis la clé. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux appeler Benoît. J'ai composé le numéro. Il a décroché à la 2e sonnerie. Monsieur Martel, j'espérais que vous appelleriez ce matin. Vous savez qui je suis. Je sais qui vous êtes depuis le 14 novembre 1983. J'ai rédigé la fiducie de votre père cet après-midi-là. Votre père ne faisait pas confiance à sa femme. Il ne faisait pas confiance à son avocat en titre. Il me faisait confiance à moi, ainsi qu'à une experte comptable nommée Louise Tréville. Et il faisait confiance à un autre homme dont je vous révélerai l'identité quand je vous verrai en personne. Benoît, mes demi-frères m'ont fait suivre depuis Lyon hier. J'en suis conscient. Louise m'a appelé à 23h. Sur instruction de votre père, elle surveille la société de sécurité privée de Pierre-Louis depuis 6 mois. 3 agents ont été déployés hier à 14h47. Tous les 3 ont été rappelés à 21h33 après que vous soyez entrés au domicile de votre mère. Ils sont actuellement en position à l'extérieur de chez votre mère, et attendent que vous sortiez. Marc s'est penché vers le téléphone. Ils sont devant chez sa mère en ce moment même? Oui. Je me suis levé d'un bond. Benoît. S'ils vous ont suivi chez votre mère la nuit dernière, ils ne s'en sont pas pris à vous directement. Pierre-Louis ne veut pas que ses agents confrontent une veuve de 71 ans dans sa propre rue. Il vous attend, vous, monsieur Martel. Il s'attend à ce que vous retourniez chez votre mère aujourd'hui. Il compte vous intercepter là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? Vous ne retournez pas chez votre mère. Pas aujourd'hui. Vous venez à Lyon, à mon cabinet. 14h, vous y retrouverez Louise Tréville. Nous vous expliquerons ce que votre père a construit, et vous déciderez quelle part de tout cela vous voulez utiliser. J'ai raccroché. Je me suis tourné vers Marc. Ils sont devant chez ma mère. Ok. Marc a pris les clés de son camion. Alors, on va la chercher. Je veux vous raconter ce qui s'est passé à 7h14 le matin du 27 février 2025, rue Bergson à Saint-Étienne. Parce que c'est le moment où ma vie s'est divisée entre l'avant et l'après. C'est le moment où j'ai cessé d'être un homme qui réparait des chauffages dans la vallée du Gier pour devenir un homme qui réglait un tout autre genre de problème. Marc conduisait. J'étais sur le siège passager. Ma mère était au téléphone, déjà habillée, ses affaires déjà prêtes, elle nous attendait. Maman, reste à l'intérieur. On va se garer dans ton allée. Tu sors direct. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne regardes pas autour de toi. Tu montes juste dans le camion. D'accord. Maman. David, j'ai 71 ans. Je n'ai pas peur de quelques types dans des voitures noires. Je suis Éléonore Vasseur-Martel. Je sortirai de ma propre maison au rythme qui me plaira. Maman, s'il te plaît, dépêche-toi. Marc a tourné dans la rue Bergson. Le SUV noir était garé 4 maisons plus bas que le pavillon de ma mère. Un homme à l'intérieur, siège conducteur, oreillette visible, téléphone à la main. Il lisait quelque chose sur l'écran. Il n'a pas levé les yeux quand nous sommes passés. Marc s'est engagé dans l'allée de ma mère. Elle est sortie par la porte d'entrée, portant une petite valise et une poêle en fonte. Maman, c'est quoi cette poêle? C'était celle de ma mère. Si je quitte ma maison pour une durée indéterminée, ma poêle vient avec moi. Montez. Elle est montée dans le camion. Marc a fait marche arrière pour sortir de l'allée. Le SUV noir a démarré son moteur. Marc a conduit lentement jusqu'au bout de la rue, puis a tourné à droite sur la rue de la République.
Le SUV s'est engagé derrière nous, nous suivant à une cinquantaine de mètres. Marc, je le vois. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux déposer ta mère chez moi. Ensuite, on le sème. Et après, direction Lyon. Ça marche. Marc a conduit jusqu'à chez lui. Céline nous attendait. Ma mère est descendue avec sa valise et sa poêle, m'a serré fort dans ses bras et m'a dit, va mettre fin à tout ça. Nous sommes repartis. Le SUV était toujours là. Marc a roulé vers le sud, puis a pris la nationale 88, avant de bifurquer sur la 47. Le SUV nous collait toujours. Au bout d'une vingtaine de kilomètres, Marc a dit, David, ce gars n'est pas bon à ça. Non, c'est un agent privé, probablement un ex-militaire. Il s'y connaît en filature, mais il ne connaît pas la région stéphanoise. Regarde. Marc a pris une sortie vers une petite zone artisanale, a roulé 3 kilomètres sur des routes secondaires, puis s'est engagé sur un chemin de terre rocailleux menant à une ancienne friche industrielle que je n'avais pas vue depuis 20 ans. Un cimetière de ferraille abandonné où Marc et moi faisions de la motocross quand on était ados. Marc est passé par une brèche dans un grillage qui n'aurait pas dû être là, et a débouché de l'autre côté sur un chemin de service qui rejoignait une route départementale. Le SUV avait disparu. Où est-ce qu'il est passé? Il tourne encore autour de la décharge. Il n'a pas vu le chemin de service. Il finira par comprendre dans environ 10 minutes. On sera à 60 km à l'est d'ici là. J'ai regardé Marc. Comment tu connais cet itinéraire? David, j'ai grandi à 3 rues de chez toi. J'ai fait de la bécane dans cette décharge tous les samedis de mes 11 à 15 ans. Tu crois vraiment qu'un petit bourge parisien ou un mercenaire engagé par eux connaît ce terrain mieux que moi? Les riches pensent toujours que l'argent achète la connaissance du terrain. C'est faux. Nous avons roulé vers l'est. J'ai ouvert l'enveloppe de François sur le siège passager à 9h07, sur l'autoroute en direction du département du Rhône, avec le soleil matinal qui se levait au-dessus des champs. La lettre de François faisait 2 pages. Elle était écrite avec l'écriture d'un homme qui avait travaillé de ses mains pendant 40 ans et qui n'avait jamais été très à l'aise avec un stylo. Les lettres étaient appliquées, carrées, lentes. David, si Éléonore t'a donné cette lettre, c'est que Richard de Montignac est mort et que ses fils sont venus te chercher. Je suis désolé de ne pas être là pour régler ça avec toi. Je comptais l'être. Je m'étais dit que je vivrais assez longtemps pour voir la fin de cette histoire, mais le cancer en a décidé autrement, alors voilà où nous en sommes. Première chose, Richard de Montignac était un lâche, mais ce n'était pas un homme mauvais. C'était un homme piégé. J'ai travaillé pour lui en 1976. Je le connaissais avant que ta mère ne le connaisse. Il se noyait dans un mariage qui n'était pas son choix et dans une entreprise bâtie sur les manigances d'un autre homme. Et quand il a rencontré ta mère, il a fait la seule chose que fait un homme qui se noie. Il s'est accroché à elle. Je ne lui pardonne pas ce qu'il a fait à ta mère, mais je comprends pourquoi. Deuxième chose, en 1988, Richard nous a retrouvés. Il est venu à mon camion après une réunion de parents d'élèves, et il m'a fait une offre. Il m'a dit qu'il allait mourir jeune. Son père était mort à 53 ans, son grand-père à 47, et il avait raison sur ce point, même s'il a tenu plus longtemps qu'il ne l'espérait. Il a dit que son fils aîné, Pierre-Louis, était déjà un garçon cruel à 15 ans, et qu'il allait devenir un homme cruel. Il a dit que lorsqu'il ne serait plus là, Pierre-Louis s'en prendrait à toi. Et il m'a demandé d'être ta ligne de défense. J'ai dit oui. Parce que je t'aimais. Et parce que ta mère m'aimait, et parce que j'avais travaillé pour Richard et que je savais que ce qu'il disait était vrai. J'ai dit oui parce que chaque homme devrait avoir quelqu'un pour assurer ses arrières, et toi, tu n'avais personne pour les tiens. Pendant 30 ans, je suis resté en contact discret avec ton vrai père. 2 ou 3 lettres par an. Il me racontait ce que faisait Pierre-Louis. Il m'a prévenu quand Pierre-Louis a commencé à te faire surveiller. Il m'a dit quand le codicille de son testament a été signé en 2019 et ce qu'il contenait. Il m'a dit quoi faire s'il mourait et que tu étais en danger. Voici ce qu'il voulait que je te dise le moment venu. David, 49% des actions avec droit de vote de Montignac Industries t'appartiennent. Elles te sont transférées dès que Maître Rouvier enregistre le codicille. Tu seras le plus grand actionnaire individuel avec droit de vote d'une entreprise valant environ 70 millions d'euros. Tu peux évincer Pierre-Louis. Tu peux vendre l'entreprise. Tu peux faire ce que tu estimes juste. C'est à toi.
Mais voici la partie que Richard n'a pas dite à Benoît l'avocat, la partie qu'il n'a confiée qu'à moi. Il y a un coffre-fort à l'agence du Crédit Agricole, coffre 407. La clé est dans l'enveloppe de Richard. À l'intérieur de ce coffre se trouve une clé USB. Sur cette clé, il y a toutes les correspondances que Pierre-Louis a envoyées à des détectives privés à propos de toi et de ta fille Chloé, depuis 2015. Richard a intercepté chaque email, chaque rapport, chaque photo. Il l'a fait discrètement grâce à un homme de confiance infiltré dans l'agence de sécurité de Pierre-Louis. Il montait un dossier pour toi. La clé USB contient aussi autre chose, un enregistrement. En 2023, Pierre-Louis s'est assis avec son conseiller financier et a discuté explicitement, et sur bande, de son intention de te faire assassiner en s'assurant que tu ne survives jamais pour réclamer ton héritage. Il a utilisé le mot tuer. L'enregistrement est très clair. Richard s'est assuré que ce soit enregistré. Richard a payé à vie l'homme qui a fait cet enregistrement. Pierre-Louis n'est pas seulement un escroc en col blanc, David. C'est un homme qui a envisagé le meurtre et l'a dit à voix haute. Ton père le savait. Ton père s'est assuré qu'il y ait des preuves. Sers-t'en. Sers-toi de tout ça. Tu n'es pas le fils de ton père pour ce qui compte vraiment. Tu n'es pas Richard de Montignac. Tu n'es pas un Montignac du tout. Ton nom est Martel. Je t'ai donné ce nom parce que j'ai gagné le droit de te le donner. Et parce que Martel est un nom qui a été porté par des travailleurs bien avant que les Montignac n'existent. Maintenant, va porter ce nom. Avec tout mon amour, papa. Je suis resté assis sur le siège passager du camion de Marc pendant 1 minute entière sans dire un mot. David, qu'est-ce qu'il y a dans la lettre, a fini par demander Marc. Je lui ai raconté. Marc a conduit encore 3 kilomètres en silence. Puis il a dit doucement, David. François Martel était le meilleur homme que nous ayons jamais connu. Je sais. Il vient de te remettre une arme nucléaire depuis l'au-delà. Je sais. Qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai regardé la lettre de François, son écriture appliquée et carrée, sa signature au papa en bas, de la même main qui avait signé chaque carte d'anniversaire que j'avais reçue pendant 35 ans. Je vais m'en servir, Marc. Je vais me servir de tout. Nous sommes arrivés au Crédit Agricole à 11h40. La guichetière s'appelait Thérèse Marchand. Nous avions passé notre bac ensemble au lycée en 2000. Elle était populaire, je n'étais personne. Et maintenant, 25 ans plus tard, elle a vérifié ma carte de signature, validé le numéro du coffre-fort, et m'a fait entrer dans la salle des coffres sans poser une seule question. Le coffre 407 était sur la rangée du haut. À l'intérieur, il y avait une clé USB noire de la taille d'une plaquette de chewing-gum et une seconde enveloppe avec l'écriture de Richard de Montignac. La seconde enveloppe contenait une ultime feuille de papier. David, au moment où tu liras ceci, tu sauras ce qu'est Pierre-Louis. Tu sauras ce que ton beau-père a fait pour moi et pour toi. Tu sauras ce que j'ai échoué à faire. Je ne vais pas te demander pardon. Je ne l'ai pas mérité. Je vais te demander une chose. Quand tu en auras fini avec Pierre-Louis et tu en finiras avec lui parce que tu es le fils de François Martel, et que François n'a pas élevé un homme qui recule. Souviens-toi que Viviane est toujours en vie et que ma fille Mathilde essaie de te joindre depuis 1 an. Mathilde était le seul de mes enfants à posséder les meilleures qualités de sa mère. Viviane a ruiné Pierre-Louis et Gauthier. Elle n'a pas réussi à mettre le grappin sur Mathilde. Mathilde attend son frère depuis très, très longtemps. La dernière chose que je veux que tu saches, c'est qu'en 2019, quand j'ai signé le codicile, j'en ai parlé à François. Je lui ai demandé s'il pensait que je faisais ce qu'il fallait pour toi. Je lui ai demandé si te donner une arme était le bon héritage pour un père qui ne t'avait jamais rien donné d'autre. Et François m'a répondu. C'était la dernière lettre qu'il m'a envoyée avant de mourir. Il m'a dit, Richard, la seule bonne chose que tu puisses faire pour David à ce stade, c'est de t'assurer que quand le combat viendra, il aura de quoi gagner. Laisse-lui les munitions. Je m'assurerai qu'il sache comment viser. François t'a aussi braqué sur moi, David. Il aurait voulu que tu saches que je l'ai mérité. Prends soin de Mathilde. Prends soin de ta mère. Prends soin de la petite fille que je n'ai jamais eu le droit de rencontrer. Richard. J'ai rangé les 2 lettres dans la poche de ma veste. J'ai mis la clé USB dans l'autre poche. Je suis sorti de la salle des coffres. Je suis remonté dans le camion de Marc. Direction Lyon.
Le cabinet de Benoît Rouvier se trouvait au 21e étage d'un immeuble sur les quais du Rhône. Des boiseries en chêne, des fauteuils en cuir, des fenêtres surplombant le fleuve. Benoît avait 78 ans, les cheveux blancs, les yeux bleus et cette légère prestance de la vieille bourgeoisie lyonnaise. Louise Tréville nous attendait déjà. 51 ans, un blazer bleu marine, un classeur de 8 cm d'épaisseur devant elle. J'ai posé la clé USB sur le bureau de Benoît. Ceci vient de François Martel, mon beau-père. Mon père biologique et lui ont été en contact pendant 30 ans, et mon père s'est assuré qu'il y ait un enregistrement de Pierre-Louis en train de planifier mon meurtre. C'est sur cette clé. Benoît et Louise se sont regardés. Monsieur Martel, a dit Benoît, je n'étais pas au courant pour l'enregistrement. Moi non plus. François m'en a parlé dans une lettre de 2017 que j'ai ouverte il y a 2 heures. Louise a pris la clé USB. Je peux faire authentifier ça d'ici 24 heures. Si c'est ce que vous dites, et je n'ai aucune raison d'en douter, c'est le procureur de la République qui appellera l'avocat de Pierre-Louis, et non l'inverse. On parle d'association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat, ce n'est plus un simple délit financier. Je me suis assis. Benoît s'est assis en face de moi. Monsieur Martel, avant d'aller plus loin, je dois vous parler du codicille. François m'a dit que j'avais 49% des actions avec droit de vote. Que je pouvais révoquer Pierre-Louis. Que je pouvais nommer des directeurs. Que je pouvais vendre l'entreprise. Oui, mais c'est bien plus que cela. Votre père a également établi, via une fiducie distincte du codicille, un fonds de restitution. Les pensions de retraite complémentaires et les primes de 300 employés de Montignac Industries ont été amputées d'environ 12% au cours des 8 dernières années. Votre père a discrètement mis de côté 2,5 millions d'euros pour rembourser intégralement ses retraites au moment même où vous prendriez le contrôle. Le fonds existe déjà. Il ne nécessite que votre signature pour être activé. Il avait pensé à tout. Il avait pensé à presque tout, Monsieur Martel, a repris Benoît. Il n'avait pas pensé à une chose. Laquelle? Benoît m'a regardé. Il n'avait pas pensé à ce que vous ressentiriez en apprenant que votre véritable père, François Martel, a passé 30 ans à vous protéger d'une famille que vous ne connaissiez pas. C'est un cadeau que votre père biologique n'aurait jamais pu vous offrir. Richard de Montignac l'avait compris. C'était, je crois, la seule chose dans sa vie qu'il a vraiment réussi. Je n'ai pas répondu pendant 1 minute. Puis j'ai dit, enregistrez le codicille aujourd'hui, avant que Pierre-Louis ne puisse déplacer des actifs. Il sera enregistré avant 16 heures, et la clé USB authentifiée ce soir. Je veux que le procureur l'ait sur son bureau demain à la 1re heure. Louise a hoché la tête. Et encore une chose, ai-je ajouté. Oui. Appelez ma demi-sœur Mathilde. Dites-lui que j'aimerais la rencontrer ce week-end à Saint-Étienne. Dites-lui d'amener ses enfants, si elle en a. Benoît a souri pour la première fois depuis que j'étais entré dans son bureau. Je vais l'appeler. Le codicille a été déposé à 15h51. La clé USB a été authentifiée à 23h40. Le procureur de la République de Lyon l'a reçue à 9h12 le lendemain matin. Pierre-Louis Montignac a été arrêté dans ses bureaux de Vénissieux à 16h37 le 3 mars 2025. L'équipe de la police judiciaire qui a procédé à l'arrestation était dirigée par un officier qui passait depuis 18 mois à monter un dossier distinct contre la société de sécurité de Pierre-Louis pour des activités illégales. Quand l'enregistrement de 2023 est arrivé sur son bureau, elle a appelé son supérieur et a dit « On ne fait plus dans l'abus de biens sociaux. On fait dans la tentative d'assassinat. » Pierre-Louis n'a pas été libéré sous caution. Le juge des libertés et de la détention a statué qu'il présentait un risque de fuite et un danger pour une personne spécifique nommée dans la plainte au pénal. La personne spécifique nommée dans la plainte, c'était moi. La cérémonie commémorative des 6 mois s'est tenue sur les pelouses du manoir de Pierre-Louis, au Mont d'Or, le 10 août 2025. Pierre-Louis n'était pas présent. Il était en détention provisoire à la prison de Corba, où il resterait jusqu'à ce qu'il plaide coupable en février 2026, 14 ans de réclusion ferme, 11 ans incompressibles. Gauthier était présent. Il avait été radié du barreau 6 semaines plus tôt lors d'une commission disciplinaire qui avait fait la une du Progrès. Il était l'invité d'un événement organisé par sa propre famille, et personne ne lui adressait la parole. Viviane était présente. Elle avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Elle portait la même robe noire que celle des funérailles de son mari,
assise seule au premier rang avec un verre d'eau à la main, et personne de chaque côté. Je me suis avancé sur cette pelouse dans un costume anthracite sur mesure, qui n'était pas emprunté. Les 300 invités en tenue de soirée estivale se sont tus à mon arrivée. Mathilde m'attendait près de la cheminée dans le grand salon. 46 ans. Les yeux de notre père, mes yeux. Elle était déjà venue à Saint-Étienne 4 fois cet été-là. Chloé l'appelait tante Mathilde. Ma mère lui avait appris à préparer des ravioles maison. Elle faisait partie de la famille, de la manière qui compte vraiment. David. Mathilde. Tu vas parler? Je vais dire une chose, et ensuite je m'en vais. D'accord. J'ai passé les portes-fenêtres pour rejoindre la pelouse. Je ne suis pas allé au micro. J'ai marché jusqu'au centre de la foule et je me suis arrêté, et les 300 personnes endimanchées ont formé un cercle autour de moi sans qu'on le leur demande, car c'est ce qui arrive quand la personne qui possède les lieux entre dans la pièce. Je les ai regardés. Je m'appelle David Martel. Je suis le fils aîné de Richard de Montignac. Pendant 43 ans, mon père a gardé mon existence secrète vis-à-vis de cette famille. Ces 6 dernières années, son fils aîné, Pierre-Louis, a dépensé des sommes considérables pour s'assurer que mon existence reste un secret, même après la mort de notre père. Il a échoué. Le silence était absolu. Même le quatuor à cordes s'était tu. Depuis le 3 mars 2025, Pierre-Louis Montignac est en détention provisoire pour des chefs d'inculpation incluant l'association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat. La victime désignée dans ce dossier, c'est moi. La succession de mon père, par le biais d'un codicile signé en 2019, m'a transféré 49% des actions avec droit de vote de Montignac Industrie. Cet après-midi, j'ai nommé un homme nommé Éric Sabatier dont la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler, car il s'agit d'un chef d'atelier qui travaille pour ma famille depuis 1987 au poste de nouveau directeur général de Montignac Industrie. La première action d'Éric ce matin a été de restituer les parts de retraite et de primes que Pierre-Louis siphonnait aux 300 employés de l'entreprise depuis 8 ans. Mon père avait mis de côté 2,5 millions d'euros à cet effet. Il les avait mis de côté pour moi, pour que je les autorise. Je les ai autorisés ce matin. J'ai regardé Viviane. Elle fuyait mon regard. Mon père n'était pas un homme bon. C'était un homme prisonnier qui a fait une seule chose honorable dans toute sa vie, faire confiance à mon beau-père, François Martel, un électricien syndiqué de Saint-Étienne, pour veiller sur moi. François Martel m'a élevé. François Martel m'a protégé. François Martel est mort en 2019 sans jamais rien demander en retour. C'est grâce à François Martel que je me tiens ici aujourd'hui, au lieu de pourrir dans une tombe anonyme quelque part à l'est de Lyon. Mon père l'avait compris. C'est pour ça qu'il m'a laissé l'arme qui a détruit son propre fils. J'ai fait une pause. Je ne prendrai plus jamais la parole à l'un de vos événements. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Je n'assisterai plus à aucune réunion de la famille Montignac de toute ma vie. Mathilde de Montignac est ma sœur, et je la verrai à Saint-Étienne aussi souvent qu'elle voudra bien venir. Quant au reste d'entre vous, je ne vous connais pas, je ne vous rencontrerai pas, et je n'ai aucun intérêt à vous connaître. Je me suis retourné. J'ai retraversé la pelouse. Les 300 invités se sont écartés sur mon passage, comme on s'écarte pour la personne qui vient de devenir le premier actionnaire de l'entreprise familiale. Au niveau des portes-fenêtres, je me suis arrêté et me suis retourné une dernière fois. Une dernière chose. La tombe de mon père est au cimetière de Loyasse. J'irai la visiter une fois par an, le 8 février, le jour de sa mort. J'apporterai des fleurs. Viviane, vous pouvez venir si vous le souhaitez. Vous avez enterré un mari. Cela vous en donne le droit. Pierre-Louis et Gauthier ne seront pas les bienvenus sur cette tombe tant que je serai en vie. Leur père m'a demandé, dans la dernière lettre qu'il m'a écrite, de prendre soin de sa fille et de sa veuve. Il ne m'a pas demandé de prendre soin de ses fils. Voilà qui donne la mesure de l'homme qu'il a fini par devenir, et des fils qu'il a fini par élever. Je suis sorti. Je ne me suis pas retourné. Nous sommes maintenant début avril 2026, un peu plus d'un an après que je sois sorti de ce cabinet d'avocat à Lyon avec une enveloppe à la main. Pierre-Louis a plaidé coupable en février, 14 ans de prison, 11 ans incompressibles. Gauthier a déménagé à Bordeaux et vend de l'immobilier sous le nom de jeune fille de sa femme. Viviane vit à Cannes. Je n'ai pas de nouvelles d'elle. Je n'en attends pas.
J'ai fait envoyer des fleurs sur la tombe de Richard le 8 février. J'y suis allé. Je suis resté planté là pendant 10 minutes. J'ai dit la seule chose que j'étais venu dire, tu étais un lâche. Mais tu as fait confiance à François. Merci d'avoir fait confiance à François. Je n'ai pas apporté de second bouquet pour François. François n'est pas à Loyasse. François est au cimetière du Crêt de Roc à Saint-Étienne, et je lui rends visite tous les mois. Tous les mois, j'apporte 2 cafés, un avec du lait, sans sucre. Je m'assois dans l'herbe à côté de sa pierre tombale, et je lui parle. Je lui ai raconté le jour où Éric Sabatier a balancé le diplôme de grande école encadrée de Pierre-Louis dans la benne à ordures derrière le quai de chargement de Vénissieux, le premier jour de son mandat de PDG. Je lui ai parlé des enfants de Mathilde qui m'appellent tonton David. Je lui ai parlé de ma mère qui apprenait à Mathilde à faire les ravioles. Je lui ai parlé du jour où le bureau du procureur a appelé pour me dire que l'enregistrement avait passé tous les tests d'authentification. J'ai dit à François, merci. Je lui dirai merci chaque mois pour le reste de ma vie. Je suis toujours l'actionnaire majoritaire de Montignac Industries. Je ne suis pas le PDG. C'est le travail d'Éric. Il a 62 ans. Il dirige l'usine comme mon père l'a dirigée en 1978, et les 300 employés ont de nouveau leur retraite complémentaire, un système de primes et une fête de Noël que j'ai payé l'année dernière en puisant dans ce qui servait autrefois de budget pour le bureau de Pierre-Louis. Je suis toujours entrepreneur en CVC. Marc et moi tenons toujours notre local rue de la Talaudière. Nous avons embauché un 3e gars l'automne dernier, un gamin de 19 ans nommé Yanis, qui a de meilleures mains que nous n'en avions à son âge. Nous travaillons dans le même atelier. Le calendrier de la CGT des ouvriers de la métallurgie est toujours au mur. Ma fille Chloé a 13 ans, elle en aura 14 dans quelques mois. Elle a été acceptée dans un programme d'été pour enfants surdoués à Clermont-Ferrand. Elle appelle Montignac Industries l'autre truc de papa. La semaine dernière, elle m'a demandé si elle pourrait venir à l'usine un jour pour voir ce qu'ils fabriquent vraiment. Je lui ai dit oui. Elle a demandé s'ils fabriquaient des trucs sympas. Je lui ai dit qu'ils fabriquaient l'acier qui soutient les plateformes pétrolières dans des endroits comme la mer du Nord. Elle a dit, donc ce sont des Legos géants. J'ai répondu, oui, ma chérie. Ce sont des Legos géants. Ma mère vit toujours rue Bergson, elle a toujours 71 ans, elle gagne toujours les disputes sur les recettes de cuisine. Elle a lu toutes les lettres que Richard lui avait adressées après la cérémonie. Quand elle a eu fini, elle les a remises dans la chemise cartonnée, a mis la chemise au grenier et a dit, eh bien, il était un homme plus intéressant que je ne le pensais. Dommage que ça ait été un lâche. Passe-moi le sel. La lettre de François, je la garde dans un coffre ignifuge dans le placard de ma chambre. Je la lis une fois par an, le jour de l'anniversaire de sa mort. Je n'ai pas besoin de la lire plus souvent. Je sais ce qu'elle dit. Je la porte dans mon cœur maintenant. 3 phrases en particulier, tu n'es pas un Montignac. Ton nom est Martel. Maintenant, va porter ce nom. C'est ce que je fais tous les jours. Je porte ce nom.